En rade, Madame Bovary, la jeunesse de Charles. Alors, qu'est-ce que c'est que ce roman qui commence... Il n'y a pas l'héroïne. Elle est où l'héroïne ? Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Moi, la première fois que j'ai lu le livre, j'étais un peu comme ça, quoi. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Le livre s'appelle Madame Bovary, elle est pas là. Alors là, je vais vous lire un extrait. Et ça parle encore de Charles. Bah voilà, il y a toujours Charles. Il est toujours là, il a grandi. Donc là, j'ai passé sur le moment où on parle de son papa, puis de sa maman, même si c'est des moments croustillants. De toute façon, ce début est hyper croustillant. Moi, je veux parler aujourd'hui des études de médecine de Charles, parce que j'adore ce passage. Non seulement parce qu'on est toujours dans le portrait, mais un portrait qui est en mouvement, qui bouge, qui est plein de récits. Et dans cet extrait, il y aura un passage de description qui est extraordinaire, parce que Flaubert était un grand anti-romantique, tellement qu'il a dit « J'ai bu des océans de Lamartine et je les ai pissés ». Et là, on a une magnifique scène de description qui a tout pour être romantique, tel le voyageur au bord de la crête qui contemple une mer de nuages. Mais là, c'est Charles qui est à Rouen et qui essaie de contempler un coucher de soleil et il n'y arrive pas, quoi. C'est un peu... C'est pas nul, hein, mais je sais pas, c'est un truc que je pense que ça nous est tous arrivé, quoi. Tu te retrouves devant un beau paysage et puis t'es là... Ouais, ok. Et il est pas plus ému que ça, quoi. Ça marche pas trop, quoi. C'est une scène de contemplation ratée, c'est extraordinaire, c'est Flaubert, quoi. J'étais passé complètement à côté de son humour la première fois que j'avais lu le roman. Je m'étais dit, bon, ok, je suis bon élève, je suis au lycée, je vais lire un grand classique, entre guillemets, réaliste de la littérature. Donc j'avais lu Madame Bovary de manière très polie. Et puis, je m'étais fait terriblement chier, enfin, j'avais rien retenu du bouquin. Donc, si je peux essayer au moins une chose dans cet enregistrement, c'est d'essayer quand même de donner le bon registre sur ces passages du début de roman, qui est quand même un registre comique, on va le voir. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, donc, elle est où, Emma ? Elle n'est pas encore là. Et en plus, il va se marier dans l'extrait que je vais vous lire. Donc vous allez me dire, il va se marier avec Emma, elle est là, Madame Bovary, elle arrive. Eh non, les amis. Et non, il va se marier avec la veuve Dubuc. Donc la première Madame Bovary jeune, c'est la veuve Dubuc. Et oui. Et donc Emma, elle sera pas là, mais elle arrive. Le grand personnage désirant du roman, évidemment, c'est Emma. C'est elle qui veut avoir un destin d'exception, parce qu'elle s'est mise à désirer des choses incroyables qui sont pas du tout liées à là où elle vit. Et à l'inverse, Charles sera vraiment le médiocre, le mari ennuyeux, et même dégoûtant parfois, et pas du tout excitant en quelque sorte. Mais il faut jamais oublier qu'au début du roman, on est avec Charles. On est du côté de ce personnage qui, à ce moment-là, est jeune, est désirant, et est traversé par plein de choses de la vie, et nous apparaît pas du tout d'emblée comme un personnage détestable ou médiocre. Et c'est ce qui fait que toujours ce personnage a cette complexité et qu'on a un grand attachement à lui, même quand plus tard, il sera beaucoup plus loin de nous en tant que lecteurs. Voilà, j'aimerais lire, c'est une lettre de Gustave. J'aime bien lire Gustave parce qu'en fait, c'est le jeune Gustave avant qu'il soit Flaubert, le grand écrivain, parce qu'il a 18 ans, et il envoie une lettre à Ernest Chevalier, qui est son ami, et il lui dit ça, c'est terrible. Il lui dit... Quant à écrire, j'y ai totalement renoncé, et je suis sûr que jamais on ne verra mon nom imprimé. Je n'en ai plus la force, je ne m'en sens plus capable. Cela est malheureusement ou heureusement vrai. Je me serais rendu malheureux, j'aurais chagriné tous ceux qui m'entourent, en voulant monter si haut, je me serais déchiré les pieds aux cailloux de la route. Et là il continue, et il donne sa vision de la société à son âge, ce qui est terrible. Il me reste encore les grands chemins, les voies toutes faites, les habits à vendre, les places, 1000 trous qu'on bouche avec des imbéciles. Je serai donc un bouche-trou dans la société. J'y remplirai ma place. Je serai un homme honnête, rangé, et tout le reste si tu veux. Je serai comme un autre, comme il faut, comme tous. Un avocat, un médecin, un sous-préfet, un notaire, un avoué, un juge tel quel, une stupidité comme toutes les stupidités, un homme du monde ou de cabinet, ce qui est encore plus bête. Car il faudra bien être quelque chose de tout cela,
Et il n'y a pas de milieu. Eh bien, j'ai choisi, je suis décidé, j'irai faire mon droit, ce qui, au lieu de conduire à tout, ne conduit à rien. Je resterai 3 ans à Paris à gagner des véroles, et ensuite, je ne désire plus qu'une chose, c'est d'aller passer toute ma vie dans un vieux château en ruine, au bord de la mer. Tout à toi, mon vieux. Il dit au revoir à son pote. Donc, ce que j'aime, c'est que là, on va avoir, dans le passage de Madame Bovary, les études de Charles, et là, on voit dans la lettre que je viens de lire, où il écrit à Ernest, qu'il va partir faire son droit, et qu'il a horreur de la vie normale qu'il va avoir, dans laquelle il entre dans une vie, oui, c'est ça, normale, qui le dégoûte. Et ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est qu'on est à la fois du côté du désir de Charles, qui s'éveille, qui devient jeune, qui découvre la vie, et en même temps, on va voir comment lui aussi entre dans cette normalité, avec moins de dégoût que Gustave Flaubert. J'ai l'impression que dans l'extrait que je vais lire, il est tiraillé entre la mère poule et puis plus tard sa femme, il n'en est pas très amoureux, voilà. Et donc sa vie se passe sans lui, quoi. Elle lui passe sous le nez, quoi, un peu. Et en même temps, il a eu des désirs, il a eu des envies, il a fait des choses. Et puis il y a ce passage génial. Il a appris par cœur toutes les réponses qu'on attendait de lui. C'est exactement ça. Il y a un passage où, en fait, pour réussir son concours de médecine, il a appris toutes les questions par cœur d'avance. Et ben c'est ça sa vie à Charles. C'est voilà, on lui a dit de faire un truc, il l'a fait. Enfin, il l'a fait trop tard parce qu'avant, il a quand même joué au domino et puis fait le fou dans les cabarets. Mais là, bon, il se range, il se met dans le rang. Et puis, il a cette vie normale, quoi. Et finalement, non, est-ce qu'il s'y fait? Je sais pas. Non, il s'y fait pas, en fait. Je sais pas, en fait, c'est un personnage contradictoire. À la fois, ce qui est bien, c'est qu'au début du roman, on l'a pas seulement comme un minable, vraiment castré. Avant, il a été jeune, il a désiré, il a été amoureux, c'est raconté à un moment de façon subtile, comme ça. Et puis, en même temps, voilà, il a aussi été, mais comme tout le monde, comme nous, comme chacun, et comme Flaubert devait l'être aussi. Il a été bouffé par une vie normale, rangée, qui n'a aucun sens, quoi. Et ce qui va, petite anecdote biographique, ce qui va sauver Flaubert de la normalité, c'est sa santé fragile. Parce qu'il va faire une crise d'épilepsie, finalement il va quitter un peu cette vie normale. Mais par quelque chose qui est triste, qui est une santé très fragile et il a frôlé à la mort. Il y a une autre très belle lettre à Ernest Chevalier, où il lui envoie, il lui dit « Bah mon vieux, j'ai failli y passer, quoi ». Voilà, donc j'espère que j'ai bien résumé tout ça. Et donc on va lire. Donc là, je rappelle que j'ai passé le moment où on décrit le père de Charles Bovary, puis sa mère, puis on le décrit petit, et là il grandit, tout ça, beaucoup couvé par sa mère, et puis, un moment, il va s'installer à Rouen pour faire ses études de médecine. Je vais vous lire le passage, je vous laisse apprécier, et j'espère que vous trouverez la tonalité qui fait que j'aime tant ce début et que je trouve si riche. Et j'aime Charles, j'aime ce personnage, il est génial. À la fin de sa troisième, ses parents le retirèrent du collège pour lui faire étudier la médecine, persuadés qu'il pourrait se pousser seul jusqu'au baccalauréat. Sa mère lui choisit une chambre, au 4e, sur l'eau de Robec, chez un teinturier de sa connaissance. Elle conclut les arrangements pour sa pension, se procura des meubles, une table et 2 chaises, fit venir de chez elle un vieux lit en merisier et acheta de plus un petit poêle en fonte avec la provision de bois qui devait chauffer son pauvre enfant. Puis elle partit au bout de la semaine, après 1000 recommandations de se bien conduire, maintenant qu'il allait être abandonné à lui-même. Le programme des cours, qu'il lut sur l'affiche, lui fit un effet d'étourdissement. Cours d'anatomie, cours de pathologie, cours de physiologie, cours de pharmacie, cours de chimie et de botanique et de clinique et de thérapeutique, sans compter l'hygiène ni la matière médicale, tout nom dont il ignorait les étymologies et qui étaient comme autant de portes de sanctuaires pleins d'augustes ténèbres. Il n'y comprit rien. Il avait beau écouter, il ne saisissait pas. Il travaillait pourtant, il avait des cahiers reliés, il suivait tous les cours, il ne perdait pas une seule visite. Il accomplissait sa petite tâche quotidienne à la manière du cheval de manège, qui tourne en place, les yeux bandés, ignorant de la besogne qu'il broie.
Pour lui épargner de la dépense, sa mère lui envoyait chaque semaine, par le messager, un morceau de veau cuit au four, avec quoi il déjeunait le matin quand il était rentré de l'hôpital, tout en battant la semelle contre le mur. Ensuite, il fallait courir aux leçons, à l'amphithéâtre, à l'hospice, et revenir chez lui à travers toutes les rues. Le soir, après le maigre dîner de son propriétaire, il remontait à sa chambre et se remettait au travail, dans ses habits mouillés qui fumaient sur son corps, devant le poêle rougi. Dans les beaux soirs d'été, à l'heure où les rues tièdes sont vides, quand les servantes jouent au volant sur le seuil des portes, il ouvrait sa fenêtre et s'accoudait. La rivière, qui fait de ce quartier de Rouen comme une ignoble petite Venise, coulait en bas sous lui, jaune, violette ou bleue, entre ses ponts et ses grilles. Des ouvriers, accroupis au bord, lavaient leurs bras dans l'eau. Sur des perches partant du haut des greniers, des écheveaux de coton séchaient à l'air. En face, au-delà des toits, le grand ciel pur s'étendait, avec le soleil rouge se couchant. Qu'il devait faire bon là-bas. Quelle fraîcheur sous la hêtrée. Et il ouvrait les narines pour aspirer les bonnes odeurs de la campagne, qui ne venaient pas jusqu'à lui. Il maigrit, sa taille s'allongea, et sa figure prit une sorte d'expression dolente qui la rendit presque intéressante. Naturellement, par nonchalance, il en vint à se délier de toutes les résolutions qu'il s'était faites. Une fois, il manqua la visite, le lendemain, son cours, et, savourant la paresse, peu à peu, n'y retourna plus. Il prit l'habitude du cabaret avec la passion des dominos. S'enfermer chaque soir dans un sale appartement public pour y taper sur des tables de marbre de petits os de mouton marqués de points noirs lui semblait un acte précieux de sa liberté, qui le rehaussait d'estime vis-à-vis de lui-même. C'était comme l'initiation au monde, l'accès des plaisirs défendus, et, en entrant, il posait la main sur le bouton de la porte avec une joie presque sensuelle. Alors, beaucoup de choses comprimées en lui se dilatèrent. Il apprit par cœur des couplets qu'il chantait au bienvenu, s'enthousiasma pour Béranger, sut faire du punch et connut enfin l'amour. Grâce à ses travaux préparatoires, il échoua complètement à son examen d'officier de santé. On l'attendait le soir même à la maison pour fêter son succès. Il partit à pied et s'arrêta vers l'entrée du village, où il fit demander sa mère, lui conta tout. Elle l'excusa, rejetant l'échec sur l'injustice des examinateurs, et le raffermit un peu, se chargeant d'arranger les choses. 5 ans plus tard seulement, M. Bovary connut la vérité. Elle était vieille, il l'accepta, ne pouvant d'ailleurs supposer qu'un homme issu de lui fût un sot. Charles se remit donc au travail, et prépara sans discontinuer les matières de son examen, dont il apprit d'avance toutes les questions par cœur. Il fut reçu avec une assez bonne note. Quel beau jour pour sa mère. On donna un grand dîner. Où irait-il exercer son art? À Tôtes. Il n'y avait là qu'un vieux médecin. Depuis longtemps, Madame Bovary guettait sa mort, et le bonhomme n'avait point encore plié bagage que Charles était installé en face, comme son successeur. Mais ce n'était pas tout que d'avoir élevé son fils, de lui avoir fait apprendre la médecine et découvert Tôtes pour l'exercer. Il lui fallait une femme. Elle lui en trouva une, la veuve d'un huissier de Dieppe qui avait 45 ans et 1200 livres de rente. Quoiqu'elle fût laide, sèche comme un cotteret et bourgeonnée comme un printemps, certes, Madame Dubuc ne manquait pas de partis à choisir. Pour arriver à ses fins, la mère Bovary fut obligée de les évincer tous, et elle déjoua même fort habilement les intrigues d'un charcutier qui était soutenu par les prêtres. Charles avait entrevu, par le mariage, l'avènement d'une condition meilleure, imaginant qu'il serait plus libre et pourrait disposer de sa personne et de son argent. Mais sa femme fut le maître. Il devait devant le monde dire ceci, ne pas dire cela, faire maigre tous les vendredis, s'habiller comme elle l'entendait, harceler par son ordre les clients qui ne payaient pas. Elle décachetait ses lettres, épiait ses démarches et l'écoutait à travers la cloison, donner ses consultations dans son cabinet quand il y avait des femmes. Il lui fallait son chocolat tous les matins, des égards à n'en plus finir. Elle se plaignait sans cesse de ses nerfs, de sa poitrine, de ses humeurs. Le bruit des pas lui faisait mal. On s'en allait. La solitude lui devenait odieuse. Revenait-on près d'elle?
c'était pour la voir mourir, sans doute. Le soir, quand Charles rentrait, elle sortait de dessous ses draps ses longs bras maigres, les lui passait autour du cou et, l'ayant fait asseoir au bord du lit, se mettait à lui parler de ses chagrins. Il l'oubliait. Il en aimait une autre. On lui avait bien dit qu'elle serait malheureuse. Et elle finissait en lui demandant quelques sirops pour sa santé et un peu plus d'amour. Merci pour votre écoute de cet épisode, on se retrouve bientôt, contemplez bien les couchers de soleil, ouvrez les narines, aspirez les bonnes odeurs de la campagne qui ne viendront pas jusqu'à vous. Salut!